Voilà, alors je vous propose de démarrer. A priori, pas mal de monde a eu le temps déjà de se connecter. Bienvenue pour ce nouvel épisode de webinaire Simco Consulting. On va parler aujourd'hui de la réussite d'un projet d'entrepôt, de l'étude de faisabilité jusqu'à la fin du projet. Quelles sont les étapes essentielles pour penser, réfléchir et implémenter une solution performante? Euh, alors, je vous propose le programme suivant que vous commencez à connaître pour certains d'entre vous. Donc une petite présentation de Simco, voilà, qui renaît, ce qu'on fait, quels sont nos clients. Les macro-étapes, je vais beaucoup insister sur ces notions de macro-étapes d'éléments de gestion de projet. On va parler d'études de faisabilité, évidemment, ça fait partie des étapes et c'est un point qu'on va développer de manière très approfondie peut-être par rapport à la notion de mise en œuvre, quand même on ne va pas évidemment négliger cette notion de mise en œuvre. Mais pourquoi? Parce que toute la réussite d'un projet réside finalement dans la bonne analyse, l'ouverture la plus grande possible, l'appel le plus large possible aux différentes solutions du marché pour pouvoir donc euh, mettre en place, réfléchir à la meilleure solution possible. On passera du temps évidemment sur la mise en œuvre, hein. C'est encore un challenge de vous parler de tous ces éléments en 45 minutes. Et puis en guise de conclusion, on parlera peut-être un peu des pièges à éviter. Et puis évidemment, comme d'habitude, suite aux conclusions, vous aurez possibilité donc de poser vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà les poser à travers le chat. Et puisque vous participez à cette session, vous serez destinataire à l'issue du webinaire dans les prochains jours, à la fois du support qui vous est présenté ici et à la fois donc d'un replay de ce même webinaire. Alors, Simco, pour commencer, donc Simco, nous sommes un cabinet de conseil en logistique et supply chain avec un fort focus sur une partie intralogistique. Vous avez ici une partie donc sur l'écran, une partie orange qui est plutôt liée à la supply chain, tout ce qui va être lié à l'approvisionnement, la gestion des stocks, l'approvisionnement, ordonnancement, qui est plutôt une phase qu'on peut réaliser en amont par rapport à une étude d'entrepôt. L'idée étant de dire, si j'ai une étude qui mène à besoin de stockage de 15 000 palettes, si je peux en avoir que 13 500, c'est autant que je vais gagner. Donc, on est plutôt sur la manière finalement d'alimenter, de stocker nos entrepôts. Et puis donc un accompagnement sur l'activité intralogistique d'usine et d'entrepôts d'usine et de distribution à travers donc ces études de faisabilité de mise en œuvre qu'on va longuement développer à travers ce webinaire, à travers des notions forcément de système d'information, hein, pas de non-flux physique, c'est pas de non-flux d'information, à travers un outil de simulation de flux qui peut servir de preuve de concept sur des organisations qui sont parfois complexes et sur lesquels des outils classiques, tableurs et autres ne suffiront pas à valider une flotte, à valider des cadences et des enchaînements de process. Une notion importante sur la partie formation, puisque nous sommes qualifiés, donc certifiés Calliope. Et donc l'idée, c'est de pouvoir non seulement vous apporter, vous proposer des organisations performantes, mais aussi embarquer vos collaborateurs avec vous et retourner sur les fondamentaux pour bien identifier ce que les collaborateurs peuvent et doivent attendre de nos systèmes d'information, de nos systèmes automatisés, de nos organisations générales. Et puis également un pavé projet d'externalisation, puisqu'on accompagne des prestataires logistiques pour répondre à des appels d'offres de donneurs d'ordre, mais on accompagne également des donneurs d'ordre pour aller identifier, sélectionner le partenaire qui va. Si j'avais à résumer Simco, voilà, avec les acronymes de Simco, c'est du service, c'est de la prestation intellectuelle qu'on vous fournit, c'est un apport d'innovation, une veille technologique permanente qu'on mène sur le marché en collaboration avec les différents fournisseurs, dont nous sommes, j'insiste beaucoup, indépendants et donc nos conclusions sont très objectives quand on vous parle de technologie et de fournisseurs. C'est des méthodes. Une méthode qui a fait ses preuves, on va le voir sur 600 clients, 2400 projets. C'est un accompagnement du changement et puis c'est les opérations. Chez Simco, on met les chaussures de sécurité et on vous accompagne sur le terrain.
Quelques-uns de nos 600 clients pour lesquels on a développé pas loin de 2400 projets. Alors on est peut-être même plus à 650 clients pour 2500 projets. Des clients de toute taille, des petits, des gros, tout secteur d'activité qui nous emmènent en dehors de nos frontières et de nos limites, un peu partout dans le monde. Bien, une fois qu'on s'est dit ça, on va se poser la question de pourquoi finalement est-ce qu'on va parler aujourd'hui d'un projet d'entrepôt. OK, de l'étude de faisabilité, la fin du projet, comment penser, implémenter la solution performante. Eh bien, solution performante fait référence à un article qui a été diffusé dans un média qui s'appelle Logistique Performante, sur lequel on revient sur l'évolution, l'optimisation des activités donc logistiques, et sur lequel on va nous parler donc de l'impact du ZAN, zéro artificialisation nette, quand bien même il y a peut-être des évolutions à court terme ou moyen terme qui attendent, mais c'est quand même une tendance de fond de limiter donc l'impact et la bétonisation des sols sur des surfaces qui sont disponibles. Peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est cyclique. Donc la notion de pénurie de main d'œuvre, on sait que nos entrepôts aujourd'hui sont pas forcément des plus attractifs pour la population en général. Et donc l'idée d'amener des systèmes performants, d'avoir des qualifications peut-être un peu plus importantes de nos collaborateurs, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis l'apport de technologie, l'évolution des technologies, des automatismes, on est passé de mécanisation à automatisation, et puis également dans la partie techno des systèmes d'information, c'est quelque chose qui est aussi capital, donc qui sont mis en évidence dans cet article. Et puis, si vous avez suivi notre dernier webinaire qui était consacré donc à la densification du stockage, eh bien, je vous avais présenté ce visuel qui finalement synthétise quelque peu le besoin d'évolution de nos entrepôts, l'augmentation des stocks, des références, l'accompagnement de la réindustrialisation aussi. On ramène des lignes de production sur certains sites. Comme on n'a pas de place en prod, on vient empiéter sur la logistique. Et donc, la logistique doit faire plus avec moi. Voilà. Et donc, bien souvent, nos clients, on les accompagne de cette manière, l'évolution des normes, des contraintes d'investissement, le brisol qui passait et qui va bientôt être effective, tout ce qui est besoin de traçabilité, de temps réel, la réponse au multicanal, les exigences et les promesses clients, puisque c'est bien ça qui reste au cœur de nos enjeux dans nos entrepôts aujourd'hui. Les macro-étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles sont affichées ici. On va commencer par une étude de faisabilité, c'est-à-dire qu'on prend du recul, on regarde ce dont on a besoin, on va distinguer du stock, des flux, on va y revenir. Et donc, dans les études qu'on peut mener avec nos clients, donc une grande partie commence par ces fameuses études de faisabilité, avec une grosse analyse de données. Pourquoi? Parce que quand on repense un entrepôt, quand on repense une activité, que ce soit autour du milieu de production ou que ce soit sur la distribution, on doit garantir finalement que quand on appuie sur le bouton pour mettre en marche, on a les capacités nécessaires et suffisantes. On n'est pas en surcapacité, mais on a les capacités nécessaires et suffisantes pour aller réaliser donc le quotidien, ce qui nous anime dans nos entrepôts aujourd'hui, à savoir réceptionner, stocker, préparer, et puis d'autres activités, dont notamment la partie reverse, qui est de plus en plus conséquente dans nos activités, le retour, le reconditionnement, la remise en service, qui nécessite des traitements, qui nécessite parfois des postes spécifiques de réemballage, de contrôle de matériel. Et donc tout ça fait partie de ces nouvelles activités qu'on nous demande, dont on a besoin dans nos activités d'entreposage. Une fois qu'on a fait l'étude de faisabilité, on va distinguer 4 grandes étapes qui sont le projet détail. C'est finalement l'étude de faisabilité va proposer plusieurs scénarios. Je choisis avec mon board d'aller sur tel scénario, et auquel cas je commence à descendre dans un niveau de détail que je peux pas faire si je compare plusieurs scénarios. Donc on est vraiment sur ce projet détail qui va découler derrière sur un livrable qui s'appelle le cahier des charges, qui va nous permettre de lancer une deuxième opération de mise en œuvre qui est donc l'appel d'offres.
Alors, si tant est qu'on ait besoin d'investir dans des systèmes, dans des outils, systèmes d'information, systèmes automatisés, systèmes de stockage, de manutention, même les plus manuels, à un moment donné, appel à fournisseurs, appel d'offres de manière assez classique, sélection du fournisseur, et derrière, ça veut dire qu'on va faire des tests. On va faire des tests en usine, on va faire des tests sur site. Encore une fois, selon l'importance et le contenu du projet, pour une fois valider ces tests, accompagner le démarrage et vraiment sur la partie mise en route, ce qu'on va appeler en anglais le ramp-up, qui va nous permettre donc une montée en puissance de nos activités pour atteindre petit à petit donc une vitesse de croisière dans l'entrepôt et se préparer au challenge d'après, puisque nous sommes en permanence évolution dans nos besoins et dans nos activités. Alors, si on reste toujours dans cette macro-étape, en fait, l'approche un peu générale, ça va être quoi? Ça veut dire d'identifier le besoin logistique. Le stockage, les préparations de commandes, les autres manutentions, on verra qu'on identifie le film, la photo, le film pour les flux, la photo pour le stock. Finalement, c'est quoi mon besoin? Et un entrepôt de 25 000 palettes sur lequel on entre et on sort tous les jours 10 000 palettes ou alors 500 palettes, mais on va le calibrer différemment, on va l'organiser différemment. Les zones de travail vont être très spécifiques et donc on va réfléchir, penser à la solution d'une manière différente, avec l'impact aussi parfois sur la densification, selon si on a besoin de stockage qu'on appelle sélectif ou ce stockage densifié, des grandes séries sur lesquelles je peux venir chercher n'importe quelle palette parmi 50, ou au contraire, je dois aller chercher cette palette-là puisqu'elle a une spécificité. Elle est associée à une gamme de contrôle, elle est associée à un besoin spécifique client, et c'est bien de cette palette-là que je vais extraire donc des produits pour les préparer et les mettre en expédition ou à disposition d'une ligne de production. Les réponses qu'on va avoir vont être la plus traditionnelle à la plus automatisée, mixte là aussi. Je relativise puisque tout va dépendre finalement d'un cadre de référence qu'on va définir avec les clients. Et puis, on va aller chercher dans les technologies disponibles, et c'est là qu'on a aussi une vraie valeur ajoutée en tant que cabinet conseil, c'est qu'on a la prétention de connaître un peu l'écosystème et le catalogue, les possibilités d'outils disponibles sur le marché, et donc de pouvoir associer et proposer les bons outils au bon moment et les comparer entre eux de manière à ce que vous puissiez avoir l'ensemble des billes pour comparer toutes ces solutions. Charge volumineuse, charge légère, évidemment, système d'information, encore une fois, on n'oublie pas, et c'est un point qui parfois est capital, voire même prégnant au niveau de nos études et de nos analyses. Alors forcément, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais comment on fait, comment est-ce qu'on procède, quelles sont les différentes étapes, et je vais vous proposer de développer à travers ce webinaire les méthodes que l'on applique chez Simco, qui vont pouvoir vous donner des idées un petit peu d'avancement ou qui vont peut-être vous donner l'idée de nous appeler à l'issue de ce webinaire pour vous aider à mener donc, vos projets. Alors, faisons un focus sur l'étude de faisabilité. Encore une fois, cette étude, c'est quelque chose d'essentiel dès le départ du projet. On va distinguer, on va se rappeler, se remémoriser, parce que ça va mieux en le disant, à quoi sert notre entrepôt. J'ai une localisation. Alors ça, c'est si tant est qu'on part déjà sur de l'existant, qu'on ne part pas d'une feuille blanche. On peut redéfinir aussi d'une feuille blanche un schéma directeur en disant j'ai une implantation à tel endroit, voilà ce que je vais mettre dedans, voilà à quoi ça va servir. Est-ce que je vais plutôt alimenter du B2B? Est-ce que je vais faire du B2C? Est-ce que je vais alimenter de la production? Est-ce que je suis en amont, en aval de ma ligne de production? Est-ce que je suis sur un entrepôt de rang 1, un entrepôt donc régional? Est-ce que je suis sur un entrepôt de distribution locale? Encore une fois, les réponses vont être différentes finalement, et quels sont les impacts et les flux entre les différents entrepôts de mon organisation. Ensuite, on va distinguer donc ce que j'appelais tout à l'heure la photo et le film. La photo, c'est le bon niveau de stock, pas trop, mais pas trop peu, parce que j'ai des clients, on le voit dessus, qui de plus en plus me donnent une réputation sur Internet, et donc je me dois de respecter les délais et la qualité, et donc d'avoir le bon stock au bon moment pour pouvoir faire partir, et puis suffisamment de capacité de préparation, et ça c'est plutôt le film, c'est le flux, puisque j'ai
j'ai des matières qui vont rentrer, des matières qui vont être transformées en interne, avec de la valeur ajoutée, avec du co-packing, avec la transformation, avec de l'étiquetage spécifique quand il s'agit d'aller faire de l'export, des notices à incorporer, etc. Et donc, je vais devoir, le stock ne suffit pas, encore faut-il que j'ai les capacités de préparation pour faire partir. Donc tout ça, on va se focuser dessus pour redire, voilà quel était mon historique, quel était mon besoin, et je vais amender cette notion-là avec ma stratégie. Je vais transformer mes unités de gestion en unités de manutention en termes de stratégie pour dire quel est l'impact sur mon historique, de quoi sera fait demain en termes de niveau de stock, en termes de flux, en termes de typologie de produits, en termes de typologie de préparation. Est-ce que je m'oriente toujours sur mes mêmes clients? Est-ce que j'étoffe et j'augmente mon analyse et mon portefeuille client avec des catégorisations différentes? Tout ça, on va forcément se poser ces questions dans le cadre de notre analyse. Cette étude de faisabilité, elle commence évidemment, il y a une partie analyse des données, on va y revenir, mais il y a aussi cette notion de cadre de référence. Je ne vais pas m'éparpiller partout à comparer différentes solutions qui sont une extension de mon bâtiment, l'externalisation, un déménagement, un dédoublement de l'activité. On va quand même avoir un champ d'application, notre terrain de jeu finalement, qui va nous délimiter. Certains clients veulent pas entendre parler d'automatisation puisqu'ils sont entreprises à mission et que leur rôle, c'est plutôt de faire travailler des collaborateurs. Et donc, oui, les systèmes d'information, les systèmes automatisés, c'est bien, mais on n'en veut pas trop. D'autres clients, au contraire, connaissent des grosses pénuries de main-d'œuvre et vont dire moi, j'ai besoin de faire appel à l'automatisation parce que j'ai besoin d'assurer mes pics d'activité et de m'organiser différemment. Donc, tout ça, on va avoir des approches différentes avec un cadre de référence qui va nous permettre déjà de nous aiguiller sur des préconisations et des solutions. Ensuite, l'idée, c'est, je disais tout à l'heure, c'est de mettre les chaussures de sécurité, d'aller sur le quai, d'aller sur le terrain et d'être à l'écoute des collaborateurs et de savoir aujourd'hui comment ils procèdent, de comparer finalement leurs habitudes de travail avec le besoin, puisque peut-être que j'ai l'habitude de faire comme ça depuis des années, mais le besoin a évolué, et donc on va bien distinguer cette notion de je fais comme ça et le besoin réel pour repartir aux bases là aussi des fondamentaux et du besoin, une analyse du besoin par rapport à l'activité, par rapport au système d'information en place ou à venir, etc. Et ensuite arrive cette notion d'analyse de données, donc gros pavé dans les études chez Simco. Pourquoi? Parce que on va analyser des codes articles, des gabarits de produits, on va analyser des flux entrants, des flux sortants, des flux de transformation, et surtout on va aller chercher les pics d'activité, non pas par rapport à ce que vous avez pu réaliser l'année dernière, mais par rapport aux commandes reçues l'année dernière, ou sur 12 mois glissants, ou sur un an. La période est à définir en fonction donc des différents cas, des différents cas d'usage. Mais en tout cas, on va aller chercher ces notions de pic. Pourquoi? Parce que qu'on travaille de manière manuelle ou automatisée, et encore plus si on est automatisé, il faut que mon système ait capacité, on parlait tout à l'heure de capacité de production, il faut que mon système puisse assurer ces pics ou accepter un lissage donné par rapport à la promesse qu'on a pu faire à un client. Donc, on va aller chercher un pic, une saisonnalité sur l'année, une saisonnalité dans la semaine, et peut-être un jour donné où je ne sais pas, moi, le jeudi, j'ai un gros pic entre 11h30 et 13h45 parce que mes commandes arrivent tardivement le jeudi, les clients veulent être livrés le vendredi et j'ai mes camions qui partent relativement tôt le jeudi après-midi. Eh bien, comment est-ce qu'on fait? Et c'est bien sur cette phase critique, c'est l'équivalent d'un chemin critique sur un Gantt, par exemple, un Gantt, qu'on va réaliser, qu'on va analyser et on va calibrer, on va qualifier des flux. On va parler à la fois de moyenne et de pic
où on va retravailler peut-être des pics historiques hein, pour les expliquer avec les clients, mais en tout cas, ces données, on va forcément les retravailler. Et on va les retravailler sur du petit volume, sur du gros volume, sur du haut gabarit, et on va consolider tout ça de manière à pouvoir aller identifier le besoin. Je vais passer rapidement sur la slide que vous aurez ici, mais encore une fois, vous aurez le support et le replay. Vous pourrez faire sur pause cette vidéo, puisque on détaille ici finalement tout ce qu'on va aller gratter, entre guillemets, chez nos clients. Alors, certains sont capables de le donner assez rapidement, d'autres c'est un petit peu plus compliqué. À la fin, on est obligé de faire certaines hypothèses, mais on a besoin d'identifier ce qui rentre, ce qui sort, comment ça rentre, comment ça sort, le nombre de commandes, le nombre de lignes, le nombre d'unités, le nombre de camions, etc. Donc tout ça, on a forcément besoin d'analyser tout ça de manière assez fine. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un des livrables chez nous, chez Synco, quand on fait cette analyse. À l'issue de l'analyse de données, on produit un livrable qui s'appelle un gel de données et qui va on va venir restituer à nos clients la manière dont on voit finalement, dont on perçoit l'activité. On va aller chercher une validation de notre client en disant voilà, vous travaillez de telle manière, vous avez des pics sur telle date, vos commandes elles ressemblent à ça, vos réceptions elles ressemblent à ça, etc. Des choses très précises, très factuelles qui vont nous permettre de calibrer derrière, de commencer à calibrer une solution. Et tant qu'on n'aura pas l'aval, entre guillemets, de nos clients par rapport à notre vision et notre perception, des fois, les clients sont assez surpris de ce qu'on leur montre, mais quand ils vérifient, ils disent « Ah bah oui, effectivement, finalement, vous avez raison ». Tant qu'on n'a pas ça, on ne commence pas à réfléchir sur des solutions, puisqu'on va ouvrir nos chakras, mais on va vraiment attendre la validation sur voilà ce que j'ai interprété, voilà comment j'interprète votre stratégie, et voilà quelles sont les données d'entrée du projet et les besoins d'entrée du projet. Et au final, vous aurez remarqué qu'on est resté relativement longtemps sur ce slide. Les réponses à ce besoin peuvent être de deux ordres. Un côté où je vais aller chercher de l'innovation, ça veut dire que j'ai peut-être une enveloppe d'investissement assez conséquente à aller chercher. J'achète un ascenseur et je monte de 2 étages directs. Où on peut aller chercher un process d'amélioration continue à travers des outils, à travers ce qu'on appelle des quick wins, où on va avoir peut-être un budget un peu plus limité, on va peut-être mettre un peu plus de temps, mais petit à petit, on va s'améliorer, on va maîtriser nos process, et peut-être que cette notion d'amélioration continue peut être un très bon chemin pour préparer ces notions d'innovation et de demain, pour préparer les bases de données, pour préparer les process, pour bien maîtriser ce qu'on veut. Et donc, en termes d'amélioration continue, on va plutôt acheter un escalier pour remonter les marches une par une. Et petit à petit, on va quand même arriver malgré tout au deuxième. Ça va coûter un peu moins cher, mais ça va être un peu plus. N'oublions pas dans nos études la partie système d'information, tout ce qui va être à la fois gestion des données pour assurer la traçabilité, pour assurer le temps réel, pour se connecter avec, on entend parler de l'industrie 4.0, bientôt de la 5.0, eh bien on doit être connecté, on ne peut pas avoir un process totalement manuel, totalement papier, carbone, etc. Si on veut répondre et si on veut travailler avec des acteurs qui, eux, font partie donc de cette dynamique. Donc, les systèmes d'information qui vont bien, l'ERP évidemment, mais surtout le WMS, la traçabilité, le temps réel, la fiabilité, les notions de reporting hein, qu'on peut avoir aujourd'hui, donc ce sont des choses importantes. Et le pavé en bas à droite, l'interface homme-machine, super importante, c'est comment est-ce qu'on échange avec la machine. Est-ce qu'on échange avec un clavier, avec un code barre, avec un QR code, avec du RFID, etc., avec des capteurs qui sont positionnés dans l'entrepôt. Voilà, tout ça, ça fait partie aussi de la manière d'alimenter, de la manière de fiabiliser des stocks, parce qu'à la fin de l'année, je vais avoir un inventaire et ce serait bien que je sois bon en inventaire et que quand je reçois une commande, si j'ai une quantité disponible quelque part dans l'entrepôt, je puisse l'avoir réellement disponible. Donc tout ça, on va bien sûr en tenir compte dans le cadre de nos projets. Une fois qu'on a fait ce gel de données dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, on va aller comparer différents scénarios, en général 3 scénarios, sur lesquels on va avoir des notions de CAPEX, c'est quoi le niveau d'investissement dont j'ai besoin pour répondre à ce scénario, le niveau d'OPEX,
quelles sont les ressources que je dois mettre en place associées à cette organisation. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ce fameux ROI, le retour sur investissement. C'est-à-dire que je fais des gains tous les ans et petit à petit, les gains que je fais permettent de financer donc, mon enveloppe d'investissement, mon CAPEX. Et donc, j'ai un ROI à 3 ans, 5 ans, 7 ans, etc. Et puis, il n'y a pas que ces notions de ROI qui vont intervenir. Il y a aussi tous les impacts et tous les critères qui sont, j'allais dire, qu'on va de transmettre et donner de manière très objective vis-à-vis des technologies, parce qu'on ne va pas comparer des fournisseurs, mais bien les technologies, sur la notion de facilité de mise en œuvre, on va le voir un petit peu après, sur l'évolutivité de la solution, sur l'impact environnemental et RSE qui arrive de plus en plus dans les critères de choix de nos clients, sur l'impact sur les systèmes d'information, la facilité de mise en œuvre aussi, sur le phasage du travaux, sur la possibilité de couper mes investissements et de dire je vais peut-être répondre à un investissement là pour les 3 prochaines années, puis si je vois que ça marche bien, je rajouterai derrière un pavé, je complète mon investissement pour avoir 2, 3, 4, 5 années de croissance supplémentaire. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des livrables qu'on va donner et qu'on va proposer donc, dans le cadre de ces études et qu'on doit proposer absolument de manière à avoir une vue à 360 degrés de ce qu'on souhaite faire de notre organisation. Ces alternatives, on va les avoir donc à travers ce que je vous disais, le CAPEX, les OPEX, les solutions objectives. On va les avoir par rapport à des impacts aussi mètres carrés sur des layouts. C'est important aussi à un moment donné, puisque alors nous, on n'est pas dans l'immobilier, on est dans l'intralogistique plutôt. Mais quand on voit ici donc des solutions traditionnelles avec des solutions automatisées, semi-automatisées, etc., on peut voir qu'on peut avoir des impacts aussi sur l'occupation au sol, sur la densification, sur les besoins. Quand on est sur une page blanche, on va faire ce ratio de coût d'investissement avec notamment le coût de la construction du bâtiment qui va bien. Quand on est sur une activité existante, on a des murs qui sont autour de nous et qui peuvent limiter à un moment donné donc, les différents scénarios. Donc tout ça, ça doit aussi intervenir. On doit cumuler l'ensemble des coûts et des impacts pour l'entreprise et pas uniquement juste la partie d'investissement en disant ah ouais mais tu me coûtes cher, ah oui mais je coûte cher, mais par contre je diminue de 40% la surface d'entrepôt nécessaire pour l'activité. Et donc tout ça, il faut évidemment qu'on en tienne compte dans le cadre des études. Parmi les livrables qu'on va avoir, donc on va avoir ces notions de comparaison, je vous le disais, donc on va comparer ce qu'on appelle nous l'impact cash flow, c'est-à-dire qu'on va cumuler tous les ans finalement. L'année 0, on prend l'investissement, plus les OPEX, et puis l'année 2, on rajoute des OPEX, puis 3 des OPEX, puis 4 des OPEX, puis que peut-être qu'en année 5, on rachète un lot de batterie, et donc ça refait augmenter un petit peu les OPEX sur l'année 5, et puis 6, 7, 8, etc. Et on va regarder où est-ce que nos courbes se croisent par rapport à une organisation existante et par rapport donc, à différents scénarios qu'on aura envisagés. On met en évidence aussi donc une grille de pondération, une grille de notation finalement des différents scénarios sur nos fameux critères objectifs aussi, en disant est-ce que ça répond à la flexibilité, est-ce que ça répond, est-ce que j'ai des contraintes de technologie, est-ce que j'ai les ressources nécessaires en interne, comment on intervient en cas de panne, etc. sur la partie maintenance, quel est l'impact sur la consommation électrique, sur donc tout ça, on va forcément mettre dans une matrice sur laquelle on va se mettre d'accord avec nos clients, avec des coefficients de pondération et qui va faire un formidable outil d'aide à la décision. Et on le voit ici, donc COPEX, OPEX, ROI, j'en ai parlé tout à l'heure, analyse coût-avantage par rapport à la matrice de décision. C'est un point important, encore une fois, cette étude de faisabilité, parce que c'est vraiment la base de la bonne solution. Après, la mise en œuvre avec ces différentes étapes, ces différents livrables et ces contrôles à tous les niveaux, c'est quelque chose de capital. Mais quand bien même une mise en œuvre se passe bien, mais sur une solution mal calibrée et mal identifiée, et bien là, on court quelques ennuis et donc on va forcément l'éviter. Donc on passe énormément de temps, on n'hésite pas et on lève les loups à 360 degrés avant de prendre une décision, on appuie sur le bouton en disant
je veux prendre ce scénario-là. Non, prenons le temps. On est sur des investissements et sur du temps long, quand bien même le commerce, le business, le marketing peut nous dire attends, il faut y aller maintenant parce qu'on a besoin de développer. OK, prenons le temps de bien valider les solutions et donc de bien comparer les solutions. L'avantage, petit coup de pub, à mi-chemin de ce webinaire, l'avantage d'un cabinet conseil, c'est qu'on va comparer des solutions, alors que si vous contactez des fournisseurs en direct, tous les fournisseurs vont vous dire que c'est leur solution la meilleure. Et donc, on a besoin d'un peu d'objectivité sur le sujet. On a des outils aussi qui nous permettent finalement de valider les options et de faire ce qu'on peut appeler des preuves de concept à travers des analyses de résilience, à travers des analyses de risque et à travers donc, des outils de simulation de flux. On va pouvoir apporter la garantie que la solution qu'on vous propose, la solution qu'on va mettre en place, avant même de faire le chèque d'investissement, est la bonne et va répondre à nos besoins et va permettre d'augmenter des cadences, va permettre d'augmenter des capacités, va permettre de gagner de la surface au sol et donc en fonction des besoins du projet. Donc on a des outils qu'on va activer selon la dimension, la complexité du projet et qui vont nous permettre finalement d'éviter des surdimensionnements, d'éviter des sous-dimensionnements et également donc d'anticiper, d'appréhender des courbes d'apprentissage, voire que ce sont des outils qui peuvent nous permettre d'aider finalement à la formation donc, des collaborateurs, puisque n'oublions pas que dans tout projet, ici on n'est que dans la phase d'étude de faisabilité, mais on a un critère qui est important, c'est quelles compétences demain doivent avoir mes collaborateurs lorsque je vais mettre en place donc, cette solution. On considère qu'on a fini l'étude de faisabilité. On a donc identifié plusieurs scénarios avec toute une batterie de livrables qui vont nous permettre de sélectionner un scénario sur lequel je veux partir. Eh bien, on va commencer par un projet détail, c'est-à-dire que là, ce que j'ai tout à l'heure, là où on n'a pas le temps de rentrer dans multiples détails quand on va comparer 2, 3, 4 scénarios, eh bien, si je sélectionne et j'isole un scénario, je vais devoir aller porter ce niveau de détail et c'est la première étape de ce qu'on appelle le cycle de mise en œuvre PCM, Engineering, Procurement, Construction Management, où d'un côté, donc, j'ai ce projet détail qui va me permettre d'établir finalement un cahier des charges. La deuxième phase de la charge me sert de cahier des charges pour aller identifier le ou les bons fournisseurs. Ensuite, je vais accompagner sur la mise en œuvre, et puis ensuite sur le démarrage, c'est les 4 étapes. C'est un peu de la redite par rapport au slide précédent, mais ça a le mérite donc de dire, voilà, on rentre vraiment dans ce projet d'engineering. Et ce projet d'engineering, on va le faire selon l'importance du projet, où on va s'insérer au cœur d'une équipe projet la plus complète possible, où forcément les clients sont présentés. S'il y a une notion de construction de nouveaux bâtiments, etc., forcément les autorités, la DREAL, la mairie, les pompiers vont être impliqués dans le projet. Une partie ingénierie aussi, on va représenter nous la partie intralogistique. Alors vous avez les compétences, etc. Et puis on va travailler aussi avec des fournisseurs sur les outils intralogistiques, sur des notions de bâtiments, de voirie, de VRD, etc. Et puis sur tout ce qui va être réseau, scriptlage, chauffage, température dirigée, etc. Donc tout ça, c'est une équipe projet au global sur lequel nous, on va se focuser sur la partie ingénierie. On va valider finalement dans le détail ce sur quoi on veut aller en termes de solutions. Évidemment, dans ce projet-là, et alors ça c'est déjà quelque chose qu'on fournit dans la comparaison des scénarios, c'est quelles sont les différentes étapes de ma mise en œuvre et quelle est la durée estimée. Donc, on va commencer à faire cette durée-là et quand on va aller chercher à associer un fournisseur ou des fournisseurs à la solution, eh ben, on va faire en sorte que ces solutions, ces fournisseurs s'inscrivent dans le délai, dans cette cible qu'on aura définie, de manière ensuite également à ne pas dépasser donc, les durées telles qu'on les a définies et peut-être parce qu'on est allé chercher ce scénario parce que peut-être qu'il coûtait un peu plus cher, mais sa durée de mise en œuvre correspond à notre besoin par rapport au marché, par rapport à notre évolution. Et donc, c'était vraiment la priorité et le timing, le planning était relativement prégnant par rapport à la décision.
Dans un projet détail, on a un certain nombre de livrables, c'est-à-dire qu'on va revalider à nouveau les données du projet pour être sûr de ne pas se tromper. On va rentrer dans des détails par rapport à des bâtiments, par rapport, j'allais dire, on va identifier les poteaux et les issues de secours pour compter exactement le nombre d'emplacements palettes qu'on va mettre à disposition dans la future configuration. C'est à peu près ça. C'est vraiment cette notion de je passe à la grande masse, vraiment à ce détail. Et c'est seulement à l'issue du projet détail dans lequel on va finaliser des délais autres, on va rédiger du processus, on va mettre donc ce phasage en place, on va avoir un certain nombre de livrables, les synthèses, les analyses de risque, la coactivité, les impacts aux ressources humaines, etc. C'est à l'issue du projet détail qu'on vient affiner notre projet, qu'on vient peut-être revoir légèrement notre copie, qu'on dit OK, on y va, on peut y aller comme ça. Et ici, donc, on a cette notion et on peut transformer tout ça en un cahier des charges pour aller chercher donc, notre fournisseur qui va. Et donc, si on regarde, on va rentrer vraiment dans un détail de typologie d'unités de manutention qu'on veut utiliser, avec leur évolution et leur impact, la distribution pardon, sur l'ensemble du stock, avec les distributions par rapport au type de palette, par rapport à la hauteur, etc., de manière à pouvoir valider un global, parce qu'on va parler en nombre d'unités de manutention, on va parler en capacité mètre cube de stock. On va aller chercher également donc, des phases de validation avec ici ces notions donc, de répartition parce que en fonction des technologies utilisées, on peut aller chercher, donc on peut avoir donc, des notions de saturation. Si on a 3 types de palettes, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher vraiment la typologie d'emplacement, la meilleure, celle qui nous fait perdre le moins d'emplacement par rapport à notre capacité. Voilà, le nombre de références par palette, le nombre de références à gérer, les profondeurs de stock, donc tout ça, on l'aura pris dans l'étude de faisabilité, on vient donc le confirmer. On remet ici une notion donc, de flux avec des flux moyens et des flux pics, c'est important, et vraiment on essaye de manière assez simple et factuelle de tracer sur un schéma, donc ici le flowchart, donc cette notion de comment ça arrive et jusqu'à la sortie et par quelles étapes ça passe. Ici, vous voyez, on passe par un mini-load, on passe par des zones de picking en mezzanine, on passe par une zone qui est dédiée plutôt à des produits avec une très faible rotation, on passe par l'automatisation de palettes, etc. Et donc tout ça, à un moment donné, c'est consolidé pour aller sortir de l'entrepôt. Et donc on va faire ce schéma systématiquement, on va le rappeler encore une fois. Il aura déjà été fait en étude de faisabilité, on vient le confirmer, le valider, parce que c'est ces éléments-là aussi qui devront intégrer un cahier des charges qu'on va transmettre à un fournisseur dans le cadre d'un appel. Vérification de la capacité de la dalle à un moment donné, parce qu'on peut faire des hypothèses sur la dalle, mais à un moment donné, il faut sortir, il faut aller chercher plutôt un fournisseur pour faire un carottage et vérifier donc, les capacités de la dalle par rapport à du poinçonnement. C'est des exemples parmi d'autres que je vous donne ici. C'est valider les plans de masse par rapport à des implantations, par rapport à des surfaces. Bien souvent, on prévoit peut-être pas suffisamment d'espace pour sur des espaces de maintenance et autres qui sont quand même importantes quand on parle de systèmes automatisés. Donc tout ça, on va forcément passer en revue ces notions de détail, de layout, de flux, d'implantation. On ne va pas se substituer au fournisseur, mais ça va permettre aussi à un fournisseur de gagner du temps et de partir déjà sur un travail très ébauché pour aller finaliser et associer cette technologie donc, à ce layer. Voilà, c'est les travaux donc en collaboration, puisqu'on est donc en phase projet, en collaboration avec la construction pour vérifier qu'on n'ait pas des notions
au moins sur le papier, qu'on n'ait pas des racks qui dépassent de 2 mètres la hauteur du toit de l'entrepôt. C'est bête en le disant, mais ça peut malheureusement arriver. On a vu aussi, dans une vie antérieure, j'ai vu aussi des sites qui étaient construits et lorsque le premier camion est arrivé sur le site pour livrer de la marchandise, ben, il n'avait pas suffisamment d'espace pour se mettre à quai. Et voilà, ben, c'est bête, mais ça fait partie des fois des repris sur les projets et ben, nous, on a cette habitude et on essaye d'éviter ce genre de choses. On parle de phasage évidemment, hein, c'est comment est-ce que on assure l'activité, enfin on assure l'activité pendant les phases de travaux, hein, parce que si on vous dit ben, pendant 2 ans on va être en travaux, donc on va arrêter toute activité et puis dans 2 ans vous pouvez revenir à vos postes de travail, forcément ça va être un peu gênant. Et donc ici il y a cette notion qui est importante aussi de phasage et qui rentre et qui est déjà rentrée d'ailleurs en compte dans la notion donc d'étude de faisabilité, mais qu'on vient confirmer ici à travers donc cette typologie de layout. Alors, on considère que tout ça nous a permis donc d'agglomérer un certain nombre d'informations, en réaliser un cahier des charges, et donc on va rentrer dans une phase d'appel d'offres. Ben, l'appel d'offres, je ne suis pas sûr qu'il faille qu'on passe beaucoup de temps sur le sujet dans le cadre de ce webinaire, mais l'appel d'offres, c'est la définition de notre stratégie d'achat, c'est la préparation du cahier des charges, c'est les notions donc de RFI, Request for Interest, quels sont les opérateurs du marché qui sont susceptibles de répondre à mes attentes et qui correspondent en termes de typologie de technologie disponible, de typologie des clients, de présence géographique, etc. Donc tout un certain nombre de critères qui vont me permettre d'identifier un nombre de fournisseurs que je vais inviter donc dans le cadre de RFQ, donc Request for Quotation, donc analyse du cahier des charges, rapport technique, rapport financier donc en retour, une comparaison des charges, des offres, l'établissement d'une shortlist, et puis donc derrière des rapports qu'on va faire pour s'assurer que les offres des fournisseurs répondent bien aux besoins, et puis donc une comparaison entre différents fournisseurs pour à la fin pouvoir choisir donc un fournisseur et m'accommoder et dire voilà qu'est-ce que en termes de prix, en termes de fonctionnalité, peut-être leur apporter des évolutions par rapport à mon besoin, avec peut-être des valeurs ajoutées, etc. Donc j'identifie tout ça. Est-ce que ça répond déjà à mon besoin primaire? Est-ce que demain je vais pouvoir fonctionner comme je veux fonctionner? Et donc derrière, c'est avec un ou plusieurs fournisseurs, selon qu'on est système de manutention, manuel, automatisé, système d'information. Et donc, on va mener ces notions d'appel d'offres. On va assister nos clients ou nos clients mènent des appels d'offres, hein, des fois par eux-mêmes. Et on revient une fois que les fournisseurs sont sélectionnés et on accompagne sur la partie mise en œuvre. C'est un point qui est important aussi, hein, d'aller chercher, d'aller valider toutes ces opérations dans quelques fournisseurs. Et voilà, et donc le fournisseur peut être local, international, il peut faire partie donc des plus grands fournisseurs donc sur leur offre de service, peut être des fabricants, des intégrateurs. Donc voilà, on n'a pas de tabou, on va aller chercher les technologies et les fournisseurs là où ils sont. Et puis donc derrière, on va mettre en place, hein, évidemment, on ne va pas le faire tout seul, on va le faire ensemble, on va vous proposer de mettre en place un certain nombre de critères d'évaluation des solutions, aussi bien techniques, encore une fois, que financières, de manière à pouvoir valider point par point et ne pas aller s'engager, j'allais dire, au hasard avec un fournisseur parce que le commercial ou la commerciale me plaît bien, donc on a une bonne affinité, donc ouais, ça me va, puis je vais signer. Oui, mais voilà, il faut qu'on aille quand même vérifier qu'il y ait bien les réponses à nos attentes dans la solution proposée par le fournisseur. Et derrière, c'est la pondération qui va nous permettre d'avoir une solution et des suggestions très objectives et fondées par rapport donc, aux clients pour aller accompagner et sélectionner donc, le bon fournisseur. Et je vous invite, quand bien même vous menez vos appels d'offres par vous-même, à bien mettre en place ces critères, bien les valider en interne, bien mettre en place les pondérations pour savoir à la fin, peut-être que c'est pas le fournisseur le moins cher que vous allez acheter, parce que vous achetez pas à prix, mais vous achetez des solutions. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher derrière. Alors,
je vois qu'il est l'heure avance très vite, donc on a sélectionné notre fournisseur à travers donc cet appel d'offres, et donc on va mettre en place ce processus. On va intégrer le fournisseur au projet que je vous montrais tout à l'heure, et donc on va aller mettre en place donc une logique de coordination de projet et de support pendant la production et pendant la construction. On va avoir donc différentes phases. Donc on va revérifier, revalider des layouts avec les fournisseurs, des capacités. On avait établi un besoin de 12 AMR, mais le fournisseur, au vu de ses stratégies, des vitesses, de typologie de matériel, cette stratégie de biberonnage, etc., nous dit qu'avec 10, c'est bon. OK, pourquoi pas, allons-y avec 10. On le vérifie quand même, de manière à avoir cette notion de garantie. Et puis derrière, l'idée, c'est vraiment de correspondre à la finalité. Et donc, à travers différents outils, on va pouvoir petit à petit valider vraiment les solutions, se mettre en phase, intégrer les solutions par rapport à la géographie des lieux. Et puis, donc, derrière, on va pouvoir assurer ce qu'on appelle des FAT, si nécessaire, les FAT, Factory Acceptance Test, et qu'on va aller chez les fournisseurs pour valider des capacités, des engins, des couleurs. On va valider donc tout ce qu'il y a validé chez lui avant de dire non, le matériel est amené sur site, mais ça ne correspond pas à notre commande, ou ça ne correspond pas aux besoins, ou ça ne correspond pas aux cadences ou aux capacités qu'on avait. Donc petit à petit, donc on va tester, valider et avancer dans le projet tout en respectant donc, et en mettant à jour donc, le Gantt, donc l'avancement du projet, et de manière à avoir des rapports réguliers sur l'avancement des travaux, le plan mis à jour, notamment sur les impacts sur le chantier, la liste des équipements à jour, etc. Donc tout ça, on va petit à petit donc, y aller. Donc on va assister. Pour le compte de notre client, on va vérifier que le fournisseur fait bien le job finalement et dans les temps voulus. Les ressources, le temps, et puis donc tout ce qui est fourniture, tout ça, donc ça va nous permettre, parce qu'à un moment donné, on va peut-être s'apercevoir que on a un trou dans une raquette ou qu'on a on joue au tennis avec une balle de ping-pong ou si on reste dans la terminologie donc des raquettes. Et donc tout ça, on va devoir pouvoir, et c'est justement ce suivi au plus proche de l'avancement du projet qui vont pouvoir nous permettre de réagir, d'avoir un minimum de réactivité pour pouvoir corriger ce type d'anomalie, par exemple, où on voit qu'on a peut-être des racks qui montent un peu trop haut par rapport à la position de l'entrepôt. Alors, vous voyez, c'est pas l'exemple de tout à l'heure, puisque les racks ne dépassent pas l'entrepôt. On n'est pas obligé d'ouvrir des skydogs pour monter les racks, mais à un moment donné, on peut aussi avoir des complexités sur la partie mise en œuvre, installation du matériel, où on n'a pas anticipé le fait d'introduire une grue de transstockeur avant de refermer un bardage, par exemple. Donc voilà. Donc tout ça, c'est du phasage et il faut vraiment qu'on puisse à un moment donné donc anticiper et répondre, puisqu'on n'aura jamais 100% d'anticipation, mais répondre au cas par cas, donc aux évolutions. Ici, on a un exemple de FAT, une validation donc, en usine d'un AGV, par exemple, et donc qui va répondre à la spécification qu'on a demandé, qu'on avait établie sur plan. Ici, c'est la mise à jour donc, des zones de chantier par rapport au niveau donc, de différentes étapes de mise en œuvre. Et puis ici, c'est des photos avec donc, des notions d'avancement de chantier sur lequel on peut suivre, vous voyez, avec cette grue de transstockeur qu'on va passer par le toit, par exemple. Et avec des fois des mauvaises surprises. Voilà, donc je vous passe, vous aurez ces petits visuels qui évidemment doivent et restent anonymes vis-à-vis des clients. Et donc tout ça, ça veut dire qu'il faut accompagner ces notions de test et vraiment au plus proche, de manière à pouvoir pallier dès l'instant qu'on trouve qu'on tombe sur un os, donc de pouvoir pallier au plus vite sur cette notion donc, de réactivité et de finalement comment est-ce qu'on organise pour faire un peu différemment. Voilà, alors c'est pas nous qui avons suivi les chantiers de PR, puisque c'est pas dans notre domaine, par exemple.
Mais l'idée, c'est de suivre quand même au plus près le Gantt. Et donc, si je reviens ici, on a fini nos tests, les tests sont validés, et donc on va accompagner sur la mise en route. Et donc, la mise en route, ça doit consister donc, déjà à commencer par ce qu'on appelle les SAT, les Site Acceptance Tests. Donc, c'est les tests d'acceptation sur site maintenant, avec ces notions donc, de montée en charge progressive par rapport à des respects de charge de dalle, par rapport à des tests qu'on va faire avec un certain pourcentage donc, de produits au niveau du site. On va tester les différentes adresses, on va tester les cas où tout va bien, on va tester les cas où tout va mal, où tout au moins on a des anomalies. Qu'est-ce qu'on fait? Les plans de continuité d'activité. Et donc, petit à petit, on va mettre en route le système et petit à petit, donc, le fournisseur va s'effacer par rapport au client et c'est le client qui va petit à petit donc, maîtriser sa solution, qui va prendre possession de son organisation. Et donc, on a une courbe qui s'inverse en termes d'investissement RH, fournisseur d'un côté, client de l'autre, avec un certain nombre de livrables, hein, forcément, qui doivent suivre également la tendance. Et donc, vous l'avez sous les yeux, ces livrables, les comptes rendus, ce qu'on appelle les punch lists, on va voir un exemple, les déclarations aussi de conformité. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et un rapport d'acceptance ou d'acceptation du système, hein, de validation. Pour réceptionner le système, je dois avoir validé tel ou tel ou tel. On a ici donc des systèmes petit à petit qui se mettent en route. On fait des tests unitaires et puis intégrés, etc. Et donc voilà ici les démarrages avec un exemple de test d'acceptation. On ne va pas s'attarder sur ce slide, mais ça donne des exemples hein, sur des notions de taux de performance, de mode de fonctionnement, de test des alarmes, des barrières virtuelles, des choses comme ça. Donc on vérifie et puis donc on a une liste issue qui s'appelle la punch list, la SAT punch list, sur lesquelles on a relevé un certain nombre de points. Et donc il y a des points sur lesquels on a corrigé des choses, d'autres qui sont en cours, d'autres qui sont pas ouverts mais peut-être mineurs. Et donc c'est un suivi de plan d'action, j'allais dire, qui nous permettent d'aller au bout et d'aller assurer donc cette partie mise en route de l'activité. Et une fois qu'on a fait ça, on a mis en route, on est content. Alors, on est content, c'est l'heure à vous de poser les questions, évidemment, mais on est content à condition d'avoir correctement géré le projet. Hein. On a vu différentes phases de projet. Pour certains, c'est du classique. Pour d'autres, il y a peut-être des éléments un petit peu nouveaux. J'espère en tout cas vous avoir apporté des jalons important dans la gestion et l'évolution donc pour mener à bien ce projet, donc projet d'entrepôt, une équipe mixte bien sourcée, hein, voilà, avec une grande vision et tous les corps de métier doivent être présents dans cette équipe à degré plus ou moins important en fonction des phases. Un besoin exprimé avancé de la solution, ça c'est très important. C'est pas parce que votre voisin a installé tel matériel que vous allez devoir faire pareil et pas forcément vous poser toutes ces questions, notamment sur la partie étude de faisabilité. Une comparaison la plus large possible et un process par élimination, ça c'est important aussi, hein. Quelle technologie finalement je vais chercher. Bien sûr, il peut arriver que pour nos clients on dise non, finalement rester en mode manuel c'est très bien aussi et c'est ce qui sera le plus efficient, le plus efficace, ce qui n'empêche pas de suivre quand même certains ou une grande majorité des jalons que vous avez ici. La levée des doutes à 360 degrés, ça c'est important. Et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner par des gens ou des cabinets comme Simco. Alors ici, on a quelques conseils aussi, hein, de ne pas négliger les ressources, voilà, de sécuriser les méthodes, d'aller chercher donc vraiment à 360 degrés ouvrir les chakras par rapport à la technologie, à des expériences, etc. En fait, je vous dire, restez pas tout seul, pensez pas local, hein, pensez vraiment au plus global. N'hésitez pas à vous faire accompagner par Simco, évidemment, et puis donc avoir aussi l'évolution en tête de votre organisation. Et puis, voilà, la gestion du temps, le manque d'alternatives, la vision plutôt unique. Alors, il y a peut-être des redites avec le slide précédent, mais c'est important aussi de se redire correctement les choses. Hein. L'équipe projet doit être complète, les solutions doivent arriver
pas de solution avant l'analyse, pardon, j'allais dire le contraire. Voilà, n'hésitez pas à multiplier les alternatives. Et puis aujourd'hui, c'est à peu près 40% des clients qui se font accompagner sur de tels projets. C'est 35% qui le font, donc c'est un tiers en interne, d'autres qui sont accompagnés par le fournisseur. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. On peut avoir et on fait très bien. On supporte nos clients vis-à-vis des fournisseurs et les fournisseurs ont l'habitude de ce genre de fonction. Voilà, j'ai beaucoup parlé, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Place aux questions, j'espère que vous en avez. Vous avez sous les yeux un petit agenda là, qui vous est proposé. Vous avez un QR code si vous voulez prendre rendez-vous directement dans mon agenda pour échanger sur vos projets. Aucun engagement de votre part, hein, si on peut échanger librement, même si derrière ça ne conduit à rien, il n'y a aucun problème. Retrouvez-nous le 27 mars, la semaine prochaine, aux Awards Supply Chain Village, où on a l'honneur d'être nominé dans la catégorie meilleur communiqué conseil par donc, le jury qui a été mis en place par Supply Chain Village. Prochain webinaire le 18 avril sur les indicateurs. On se retrouve également à Mulhouse. On est des fidèles d'Euro Supply Chain, donc n'hésitez pas à nous solliciter donc, et à venir nous voir donc, à Mulhouse. Et puis, place aux questions et j'espère que vous en avez. Alors, j'ai une première question. On a démarré un projet d'automatisation avec un fournisseur et je ne suis pas sûr que ce qu'il nous propose nous convienne. On aimerait pouvoir comparer sa solution et son devis avec d'autres solutions. Est-ce que vous pouvez nous aider sans que cela nous coûte trop cher? J'aime bien la dernière phrase. Alors, on peut toujours vous aider. Attention à ce que vous ne soyez pas trop non plus avancé avec votre fournisseur. Le mieux, c'est peut-être de nous contacter quand c'est comme ça. Alors, si vous avez retenu un petit peu ce qu'on s'est dit et ce qu'on a échangé dans le cadre de ce webinaire, l'idée, c'est vraiment d'aller comparer différentes technologies, pas forcément fournisseurs, hein, mais différentes technologies. Et donc, l'idée aussi, c'est quand on mène une étude, c'est de pas en parallèle travailler avec différents fournisseurs, parce qu'après, on mélange un petit peu les genres, et puis finalement, on ne sait plus trop bien où on va. Peut-être que nous, on va contacter ce fournisseur à l'issue aussi. Voilà, donc oui, on peut vous aider. L'idée, c'est de reprendre finalement vos données de base, si vous les avez, et de regarder comment on peut vous aider pour peut-être identifier des alternatives, ou alors simplement, notre mission serait de valider la solution que nous propose le fournisseur sans forcément la comparer. Donc oui, on sait faire, alors sans que cela coûte cher. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fournisseurs qui sont connectés à l'instant T ou pas. Passer par un cabinet conseil permet aussi de confier à des gens une notion d'appel d'offres et on connaît les prix de marché des outils et des différentes technologies. Donc on peut nous amener une rationalisation des réponses à appel d'offres par rapport à des demandes one-shot que vous pouvez avoir. Et il n'est pas rare que les honoraires qu'on va percevoir sur une étude de faisabilité, par exemple, et ensuite sur une phase d'appel d'offres, puissent être compensés par ce delta de coûts que vous avez en vous adressant en direct à certains fournisseurs. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Il semble que j'ai été relativement clair parce qu'il y a peu de questions dans le... voilà, j'ai une personne qui nous salue et qui nous dit bonjour. Bonjour madame. Alors, une question qui vient d'arriver. Comment intégrez-vous les éléments d'ergonomie des solutions dans l'étude des postes de travail? Par exemple, travaillez-vous avec des ergonomes? Alors, on peut travailler avec des ergonomes. On a des habitudes aussi hein, par rapport à des technos. Alors, c'est vrai que on n'a pas distingué dans notre approche
fournisseurs d'un côté, intégrateurs de l'autre. Vous avez des fois des fournisseurs qui sont intégrateurs, c'est-à-dire qu'ils vont chercher une technologie et ils vont aménager des convoyeurs intermédiaires, des postes de travail, etc. On a des fois des fournisseurs qui fournissent juste l'élément principal, le système de stockage, le système de manutention, qui vont pas forcément travailler sur la partie interface. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, ces notions d'aménagement de poste de travail, puisque, ok, on peut passer d'une philosophie, donc goods sous personne, enfin personne sous goods à une philosophie goods sous personne, et à un moment donné, ok, on a moins de trajets à faire, on a moins de chemin, mais c'est des gens qui piétinent un peu sur place, etc., sur lequel il faut penser donc à avoir une évolution du poste au fil de la journée, une polyvalence. Et oui, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Mais on peut travailler aussi avec des ergonomes sur la partie aménagement du poste de travail, tant pour garantir la traçabilité que finalement la productivité et la protection de la partie RSE est un enjeu capital aujourd'hui dans nos entreprises. Eh bien, pas plus de questions. Vous n'êtes pas très curieux cet après-midi. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez... ah non, vous n'avez pas mes coordonnées, mais ils vont arriver. En même temps, si vous avez participé à ce webinaire, si vous avez nos coordonnées, voilà, vous avez donc maintenant mes coordonnées. N'hésitez pas, un coup de fil, un mail, on se rapproche, on discute et surtout, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions. En espérant vous rencontrer bientôt, puisque sur Paris, sur Mulhouse et peut-être à d'autres occasions. À très bientôt, merci. Au revoir.